Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la sensibilisation. Et on va parler de ça en mode quels sont les outils, comment faire pour sensibiliser, pourquoi est-ce que c'est encore tabou. Et on a le plaisir d'accueillir Jean-Christophe qui s'investit avec Positive Minder depuis des années pour justement réussir à changer les mentalités sur le domaine et apporter quelque chose de positif. Et l'idée, c'est de vous installer confortablement et on va écouter Jean-Christophe et je vais te proposer déjà de te présenter. Salut Clément. Je vais me présenter, oui, je suis Jean-Christophe Leroy. J'ai 51 ans, je suis un ingénieur qui, euh, qui a grandi en France jusqu'à l'âge de 17 ans. J'avais un rêve dans la vie, c'est faire l'école polytechnique. Et puis ça m'a pas plu sur la filière. Voilà, j'ai trouvé que l'excellence c'est génial. Mais l'excellence aux dépens des autres, ça m'a pas trop plu. Donc j'ai changé de système, je suis parti en Suisse pour faire l'école polytechnique parce que j'abandonne pas facilement mes projets. Et puis voilà, j'ai euh, j'ai j'ai passé deux trucs très importants pour moi pendant l'école polytechnique. Le premier, c'est que j'ai créé ma première start-up. Donc ça me définit un peu, je suis un start-upper. Encore aujourd'hui dans la mentalité, mais même dans la réalité. Et puis, j'ai également rencontré mon épouse. Et avec mon épouse, on a une petite caractéristique qui est pas commune. Enfin, si, on a été imité par un célèbre couple qui s'est installé à l'Élysée. Mhm. On a 24 ans de différence d'âge. Voilà. Et donc, quand j'ai connu Anne, elle avait déjà deux grands-enfants. Et tu vas voir pourquoi je te raconte ça. Il y a Nicolas et Mathieu. J'ai rencontré d'abord Mathieu. Mathieu, c'est un banquier super carré. Les discussions, il voulait tout savoir sur moi du jour au lendemain. Et puis, quand j'ai rencontré Nicolas, c'était plus ésotérique. C'était un autre monde. Je comprenais pas tout. Et Anne m'a expliqué que, bah oui, Nicolas, il n'avait pas le même profil que moi. Moi, je suis cartésien. Enfin, il faut rentrer dans les cases d'un ingénieur. Alors que Nicolas, il était déjà chef cuistot, il était en train de faire les beaux-arts, il était ancien champion de Suisse de skate. Enfin, voilà, il fumait des joints. Pas du tout mon profil. Il ne reste pas moi que ça a bien accroché avec Nicolas. Mais Nicolas, il a décompensé. En fait, je sentais, moi, avec mes yeux, avec mon inexpérience, je sentais quelque chose de différent, d'étrange qui m'interpellait. Et il s'est avéré qu'en fait, il se cachait une maladie derrière ça et que Nicolas a décompensé ce qui nous a amené, ce qui m'amène aujourd'hui à être là avec toi pour parler santé mentale, déstigmatisation et tous les sujets que tu voudras aborder. Oui, et peut-être que tu peux bien expliquer ce que c'est qu'une décompensation, parce que tout simplement, on peut avoir des doutes, et je sais pas d'ailleurs si vous nous écoutez, et si vous savez ce que c'est, mais comment tu définirais ça? Alors moi j'aime bien utiliser l'image pour illustrer. Ton cerveau, c'est une grande autoroute. Bon, il y a certaines personnes qui ont des fragilités. Bon, c'est des travaux sur l'autoroute. Rien de grave, hein, parce que en fait, ça marche très bien. Tu circules sur les autoroutes quand il y a des travaux. Mais de temps en temps, tu peux avoir des événements qui vont faire que tu as beaucoup de circulation sur l'autoroute. Genre départ en vacances, tu vois. Alors moi, j'aime bien assimiler ça, par exemple, l'élément qui me fait circuler le plus d'informations dans un cerveau, c'est l'émotion. Donc quand tu as des très grandes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, tu te maries, tu vas, je sais pas, réussir tes examens, c'est plutôt positif, hein, ton premier enfant, voilà. Ou alors un essai, ou alors un licenciement, un échec à un examen, enfin voilà. Ça, c'est des très fortes émotions qui vont souvent avoir comme conséquence de faire circuler beaucoup d'informations. Et puis comme il y a du trafic sur l'autoroute, ça te fait un embouteillage. Et ben, la décompensation, c'est l'embouteillage sur l'autoroute. Grosso modo, il n'y a plus rien qui passe. Parce qu'en fait, à un moment à un autre, tu avais tout qui circulait, puis ça reste bloqué.
Alors, bon, c'est une image, hein, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais au final, la décompensation, c'est le moment où tu n'arrives plus à faire le lien entre les éléments de la réalité, à plus à interpréter les bons signes, plus à interpréter tes émotions, plus à interpréter tout l'environnement, et bah, tu vas en tirer parfois un délire, parfois des idées erronées, parfois des hallucinations, parfois de la manie. Enfin voilà. Et c'est ça qui va être l'élément choc qui t'amène souvent à l'hôpital. Voilà. C'est ce qui est arrivé à Nicolas. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il en est ressorti très rapidement parce qu'il allait mieux très rapidement. Entre deux, il s'est retrouvé dans un foyer parce qu'il avait perdu aussi son appartement. Et à partir de là, Nicolas, il a cessé de parler. Il est devenu mutique. Et là, c'est un élément de plus dans l'histoire qui fait que on s'est intéressé à la déstigmatisation, à la pérédance, à tout un tas d'autres choses. Ouais. En fait, ça a été l'élément déclencheur en fait de Positive Minder un peu. Ouais, bah, bien sûr, ouais, c'est l'élément déclencheur de notre investissement, déjà pour que nous on comprenne, et puis après, bah, on a découvert un monde, et un monde avec beaucoup de gens en plein désarroi, et il y avait besoin d'aide, et voilà, on s'est lancé là-dedans avec Anne et quelques autres familles au départ, ouais. Quelle est la mission de Positive Minder justement? Alors, Positive Minders part d'un constat. Dans l'univers de la psychiatrie, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a plein de... Et pourtant, c'est pas utilisé. Voilà. Donc, les troubles psy brisent des vies, Mhm. alors qu'il existe des solutions. C'est quand même un truc incroyable. Alors, pour un ingénieur, ça marche pas trop, ça. Normalement, s'il y a une solution, il faut l'utiliser, quoi. Et grosso modo, Positive Miners essaye de changer cette situation-là. Donc, c'est pas par du lobbying qu'on essaie de le faire, on essaie de le faire sur le terrain et on essaie de le faire à grande échelle. Alors, quand on essaye de décliner ce que j'essaye de te traduire là dans un plan opérationnel, on va bien structurer, on va dire il y a trois grandes missions. Et si je décomposais comme ça en trois grandes missions, je dirais la première mission, c'est déstigmatiser à très grande échelle, donc auprès du grand public, mais aussi au sein de chacune des petites communautés qu'il y a dans ce public. Il y a également le fait que dans les freins à l'accès aux soins, aux solutions, il y a beaucoup d'ignorance. L'ignorance, bah, bien sûr, toi, l'as vécu Mhm. comme personne qui vit avec un trouble, mais l'ignorance, tu vas la vivre comme moi, bah, au départ, comme proche, mais tu vas la vivre aussi comme professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont impliqués. Mhm. Ils ne sont pas tous experts d'un sujet. Et bien souvent, ils s'arrêtent à des connaissances qu'ils ont appris quand ils étaient à l'université. L'université ayant 20 ans de retard sur l'industrie, ça nous fait presque 50 ans de décalage. Donc, ça explique, voilà. Et il faut dire que dans le domaine de la psychiatrie, la mécanique de la formation continue ne fonctionne pas complètement. En tout cas, sur un certain nombre de types de professions et sur certains types de professionnels. Et donc, du coup, il y a vraiment cette histoire de transmission du savoir. Faire en sorte que l'information, elle soit à la fois récente, qu'elle soit comprise et qu'elle soit incarnée. C'est-à-dire que c'est pas tout de savoir en théorie, mais il faut aussi savoir en pratique. Mhm. Donc ça, c'est la grande mission transmission. Et puis, bah, comme on a dit, bonne pratique, il faut y avoir accès. Bah, il y a une question aussi d'accélérer l'accès à ces bonnes pratiques. Et ça va plus passer par de la science. Donc on a un comité scientifique, on a tout un tas de choses qui font que on va identifier des pépites, des bonnes pratiques extraordinaires qui vont se loger, je ne sais pas, en Suisse, en Belgique, au Québec, en France et même les pays qu'on couvre en Afrique. Et ces bonnes pratiques, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles se déploient au-delà de là où elles sont. Parce que malheureusement, pour le moment, en psychiatrie, les bonnes pratiques, elles se développent à un endroit et elles ont tendance à rester à cet endroit-là, pas à se disséminer. Et donc,
Ben, pour ça, il faut un coup de pouce et Positive Minders essaye d'identifier, mettre en lumière et puis de fournir un coup de pouce pour que ces projets-là puissent se déployer, même si ce n'est pas nous qui déployons, on fait en sorte que ce soit possible. Et vous allez aider même avec la plateforme. C'est vrai que moi, ce que j'avais beaucoup aimé avec votre approche, c'est que j'avais l'impression de retrouver cette culture de l'open source Mhm. et du fait de se dire, en fait, on est là pour échanger des informations, les partager, et c'est très bien de se copier. Ouais, alors en fait, même c'est une de nos vocations. Une de nos vocations, c'est qu'on soit copié. C'est notre principe de dissémination. Donc, tu parles d'open source. Tous nos contenus sont en open source. En fait, ils sont mis à disposition en licence libre pour que les uns et les autres puissent les reprendre, les découper et tout ça, avec certaines limitations, parce qu'on ne veut pas transformer le propos. Donc, tant qu'on ne modifie pas le propos, tout va bien. Donc, ça, c'est un premier élément. Mais on a aussi cette culture de dire, bon, on a aussi cette petite teinte, on s'appelle Positive Miners, hein, il y a quand même positif dedans, voilà, donc on a une teinte positive qui est assez différente en fait de ce qui est l'ambiance générale. L'ambiance générale est plutôt à montrer tout ce qui ne va pas, on essaye de montrer tout ce qui va bien et comment on peut l'utiliser. Et on pense que c'est une façon de faire évoluer les choses. Et donc, on a développé une méthode, la méthode Positive Miners. Et cette méthode-là, on essaye de faire en sorte qu'elle soit adoptée par d'autres dans de la production de contenu, dans de la façon d'aborder les choses. Et dans la méthode Positive Miners, bah, il y a un certain nombre d'ingrédients dans la recette qu'on essaye de partager. Ouais, et c'est ça qui est important. Et j'ai eu le même constat en fait que toi là-dessus, Jean-Christophe, c'est que en fait, il y a des psychiatres qui font du super boulot, il y a des unités qui font du super boulot, mais tu traverses la rue et à côté, c'est rien à voir. Et vraiment, limite, je vais dire, pas au niveau qu'on devrait avoir. Oui, alors tu as raison. Et en plus, quand tu vas à côté, tu ne sais pas, et Hum, même les gens d'à côté ne savent pas que hum, de l'autre côté de la rue, il y a un autre truc qui marche bien. hum. Et donc, c'est cette sorte de... Il y a plein de... La première association qu'on a créée, elle s'appelait l'îlot. Mais on a l'impression qu'il y a plein d'îlots partout et que ces îlots sont totalement étanches. Il n'y a pas de mer entre deux pour passer de l'un à l'autre. Voilà, donc bah, nous, on pense qu'en mettant en lien tout le monde, en ayant beaucoup de partenaires, en leur faisant découvrir qu'ils travaillent sur la même chose, eh ben, on va déclencher des synergies, on va faire accélérer les choses et voilà, c'est un peu le principe de C'est Positive ça, Minds. et vraiment pas hésiter, parce que moi, je viens plutôt du monde de la tech startup, et en fait, c'est un monde où tout le monde est en compétition et se copie. Et je trouve ça assez sain, en fait. C'est-à-dire que, bon, je peux le raconter maintenant, ça fait longtemps, mais la première startup qu'on a créée, en fait, on avait trouvé un concurrent américain et on avait repris toute une logique de ce qu'il avait fait. En se disant, bah, on reprend cette logique, on la copie et on l'adapte au marché français. Et au final, enfin, ça s'est bien passé et on a commencé après à attaquer le marché américain. Et c'était normal. Pour nous, ça ne nous posait aucun souci. Parce que le but était d'avancer le plus rapidement possible et d'arriver à cet objectif. Qui est dans le logiciel, c'était pas un objectif très important, c'était d'augmenter les ventes. Donc bon, c'est très bien, mais. Et en fait, dans la santé mentale, moi je suis arrivé dans ce monde-là, et tout de suite, ça a été ah oui, mais non, tu peux pas faire ci, tu peux pas utiliser tel truc, il faut faire attention parce que et où tout le monde était très fermé et comme si ils voulaient pas partager ce qu'ils faisaient. J'ai même eu des gens qui étaient dans la même organisation, je citerai pas le nom de l'organisation, mais qui d'un hôpital à l'autre ne voulaient pas partager les informations parce qu'ils avaient peur d'être copiés, ils voulaient peut-être une publication scientifique ou j'en sais rien, des compliments ou quoi. Et moi j'ai halluciné. Et même, je me rappelle d'un podcast que j'ai fait il y a pas longtemps où la psychiatre me disait ouais, ça c'est le dernier truc, ça marche super bien. Et je lui demandais la date, et elle me disait que c'était avant les années 2000. Et de voir à quel point tu avais un décalage, et c'était une jeune psychiatre qui était, je pense, assez pertinente. Et ah ouais, mais j'ai halluciné quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Oui, alors, il y a, tu sais, quand tu réfléchis au monde de la startup, le mot qui est le plus adapté pour l'approche startup, c'est disruptif. Donc, en effet, dans la question de la disruption, c'est-à-dire complètement changer de paradigme, bah,
souvent, c'est pas réellement le concept qui est disruptif, c'est la façon de l'aborder. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec Positive Minors. C'est-à-dire que, en fait, c'est très compliqué de monter des partenariats, en fait. Donc on a dit, on fait pas de contrat de partenariat, on fait des partenariats ponctuels et qui même me suivent en fait. Vous voulez bosser sur le truc? Eh ben, participez. Les journées de la schizophrénie, on vous offre de la visibilité. Si vous voulez en profiter, vous venez. Si vous voulez pas, vous venez pas. On fait la même chose sur les webinaires. On fait voilà. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde a besoin de lumière parce que personne n'en a réellement. Et le fait d'offrir une plateforme qui est un peu un tremplin d'ouverture vers d'autres pays, d'ouverture vers du public qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et tout ça, ça attire. C'est ce qui aujourd'hui fait le lien avec nos partenaires. On en a 250, mais ces partenaires n'ont pris aucun engagement vis-à-vis de nous. Et c'est peut-être cette approche-là qui a permis que, bah oui, c'est possible parce qu'en fait, on n'a pas demandé la permission. Mais c'est la simplicité. Et la simplicité, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Et à chaque fois, enfin, moi, je pense à les conversations avec l'ARS, etc., ça entraîne de la complexité. Alors que ce qu'on a pu faire, même si pour l'instant on n'a pas encore fait énormément de choses, mais qu'on fera, eh ben, c'était rapide. Rapidement, c'était bon, ben voilà, on bosse là-dessus, on fait ça. Et moi, j'adore ce mode de fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider les gens, qu'on va pouvoir sensibiliser. Et en termes de valeur, moi, je te rejoins. Pour revenir justement à cette partie de sensibilisation, parce que, pour te raconter et vous raconter, de toute façon, peut-être si vous la connaissez déjà, l'histoire, mais et moi, j'ai eu ma première dépression, j'avais 19 ans. J'ai été diagnostiqué à 29 ans. Donc, j'ai eu des hauts et des bas sans savoir ce qui m'arrivait. Et en fait, à 29 ans, je me suis retrouvé, on m'a dit que j'étais bipolaire, et j'étais un peu totalement dans la nature, quoi. Bon, bah voilà, bon courage, vole de tes propres ailes, petit oiseau. Et en fait, moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un truc aussi important dans ma vie soit aussi mal géré? Et vraiment, en amenant d'autres méthodologies, d'autres manières de faire, qui viennent souvent d'un autre monde, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir justement à changer la santé mentale et à lever les tabous et à atteindre l'émission. Ouais, et puis des fois, il faut arrêter de regarder la situation actuelle. Il faut essayer de se dire où est-ce que j'ai envie d'arriver, en fait. C'est quoi le monde que je rêve? De se faire du scénario. D'ailleurs, tu parles de diagnostic, c'est assez rigolo parce que on va faire l'année prochaine, on reparlera peut-être de la grande pause, mais l'année prochaine, on a un événement qui est organisé le 13 mars 2025 à Lyon, mais aussi en ligne, qui s'appelle Diagnostic 2035. Et là, l'exercice est intéressant. On demande à plein d'acteurs de venir nous rejoindre. Ils sont en 2035 et ils regardent le passé. Et donc, plutôt que d'essayer de voir quelles sont les prochaines étapes et puis de faire des hypothèses et tout ça, on y est déjà. On est déjà dans le rêve. Et on regarde comment est-ce qu'on y est arrivé. Et surtout, c'est quoi nos prochains challenges? Et ça, je pense que c'est un exercice qu'on ne fait pas assez, en fait. On ne se projette pas assez. On essaye de résoudre les problèmes instantanés, actuels, et on n'essaye pas de sauter tout ça et d'atterrir dans un autre monde. Moi, c'est ce que j'adore en fait dans le monde startup, c'est qu'il y a un côté où il y a une ambition qui parfois peut sembler folle, et c'est ça qui est beau, c'est de se dire, en fait, je me pose pas la question de l'existant, je me pose pas la question des problèmes, je veux arriver là, et on va y arriver. Et quoi qu'il arrive, on fait ça. Et tout le monde trouve ça un peu impossible, etc. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Et ça, c'est beau, et je le retrouve dans Positive Minder. C'est ça que j'aime bien, et c'est rafraîchissant. Parce que comme tu disais, il y a beaucoup de négativité et on sait très bien que c'est le positif qui entraîne aussi l'espoir, le changement. Et, et c'est au niveau justement de la sensibilisation, toi, donc tu as évoqué quelques clés. Qu'est-ce que justement tu aimerais dans un monde idéal en 2035 qui se passe et quelle sera la société de demain, on va dire? T'inquiète, on pourra qu'attendre. Bon, alors si je me mets en 2035, il n'y a plus de problème de stigmatisation, donc c'est plus le problème, en fait. Hein.
En 2035, probablement j'ai plus des problèmes éthiques. Tu vois, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de données qui circulent. Les diagnostics n'ont plus rien à voir avec aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on a des diagnostics très larges, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas, mais tu parles certainement avec plein de personnes qui ont le même trouble que toi. Bon, ben, ils vivent en fait pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a plein de caractéristiques différentes, il y a des parcours différents, il y a l'influence aussi de leur propre culture. Mais du coup, on va découper les choses différemment, de façon beaucoup plus précise et aussi pour avoir des traitements, des traitements médicamenteux, mais surtout des accompagnements beaucoup plus adaptés et qu'il y ait moins ce temps d'errance. Et s'il y a moins ce temps d'errance, tu sais qu'il y a moins ce temps de difficulté pour se rétablir. Et donc la question, en fait, c'est en 2035, est-ce que la vraie problématique, ce sera encore le rétablissement ou ça sera d'arriver à prévenir la première chute, la première décompensation, la première, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est difficile de se dire si... Mais bon, je suis optimiste. Donc en 2035, mon problème, c'est comment on fait pour prévenir. Prévenir. Et comment on fait pour prévenir sans pour autant entrer dans la vie des gens en allant chercher trop de données, en utilisant des biomarqueurs à leur naissance, en prévoyant l'ensemble de leur vie, parce qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de la vie qui sont dans son propre développement. C'est pas que biologique, c'est plein d'autres éléments. Et donc, on va être, je pense, dans cette sorte d'hésitation à aller trop loin dans la biologie et oublier qu'on est des êtres qui évoluent. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. C'est vrai que c'est la beauté justement de se projeter. Mais ça me fait penser à un projet, j'étais un peu plus jeune, c'était en 2015. Et j'essaie d'imaginer le monde 50 ans plus tard, donc 2065. Donc c'est vraiment. Et je demandais aux gens, on avait fait un moment d'interview trottoir, de dire aux gens, bah, en fait, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Et tu te rendais compte que quasiment toutes les personnes n'avaient jamais ne serait-ce qu'envisagé le futur, long terme. Ils allaient penser bien sûr à l'année prochaine, aux élections, quoi, mais dès que tu passais le cap des 5 ans, des 10 ans, ils s'étaient même jamais posé la question. Alors que moi, je trouve ça hyper intéressant, l'étude du futur. Je sais pas si tu t'étais intéressé à la futurologie, mais je trouve ça, enfin, Kurzweil, je sais pas si tu connais. Non, non, je suis pas du tout. Non, Euh, moi, je suis né dans cet esprit de penser l'avenir. Mais en revanche, je me suis pas jamais intéressé à la théorie de comment on pense l'avenir. mais en fait, c'est de la science-fiction, hein. La Mhm. science-fiction est quand même Ouais. assez liée à ça. Et il y a un gars, Kurzweil, du coup, qui essaie d'imaginer le futur. Et il fait des pronostics, et il regarde 20 ans ou 30 ans plus tard, est-ce que ça a marché ou pas. Et la grande théorie, c'est que c'est plus facile de prévoir le futur long terme que le futur court terme. Quand tu te projettes sur 30 ans, bah, on arrive à peu près à comprendre. Alors que quand tu te projettes dans 2 ans, c'est super dur. Mhm. Et en fait, tu regardes le monde totalement différemment. Et c'est vrai que si je me mets en 2035, en fait, les rapports de force et la situation, je pense, va changer, mais du tout au tout. Et on va avoir une place, comme on le croit encore aujourd'hui, où c'est vraiment auto-centré sur la personne qui est concernée et comment est-ce que les autres peuvent l'aider, et où le psychiatre sera vraiment une chose parmi d'autres, et qu'en fait, il y aura énormément d'autres. Moi, je crois énormément aussi en tout ce qui est technologie. Mhm. Et, et tu poses un sujet, je pense, qui est un vrai sujet d'éthique, qui est comment est-ce qu'on utilise cette technologie, comment est-ce qu'on utilise ces données, est-ce qu'on va faire du prédictif ou pas. Et moi, le feeling que j'ai, et en tout cas, c'est ce que j'espère qui va arriver,
c'est qu'il y ait des structures qui, du coup, soient assez transparentes dans la manière dont ils gèrent justement ces informations, mais que ce soit un peu des structures toutes puissantes qui vont être capables, avec toutes les données, en agrégeant toutes les données, de faire vraiment du parcours ultra personnalisé pour chacun, avec une capacité justement à presque anticiper ce qui va se passer, mais en le faisant avec la personne et pour soutenir la personne. Et de ne pas l'obliger, pas obliger la personne à faire quelque chose, mais plutôt d'essayer de l'encourager et de l'aider à faire l'action. Je pense, j'en sais rien, à quelqu'un qui a un problème d'alcool et qui est bipolaire. Et ben, comment est-ce que je peux faire pour, entre guillemets, l'aider et l'encourager à changer son comportement en mettant, j'en sais rien, le psychologue, le psychiatre, et puis peut-être une IA pour l'aider justement dans des exercices, dans des choses qui vont faire qu'il va faire ce déclic pour réussir à arrêter. Mais c'est une vision qui est très basée sur la techno et moi j'y crois. Quand je vois l'avancée de l'intelligence artificielle actuellement et la vitesse de progression, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça va changer les manières de faire. Et après, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on reste du bon côté de la barrière, quoi. Alors, tu parles d'IA, on a tout un tas de sujets, de projets IA, mais pour pas perdre tout le monde, parce qu'on parle de santé mentale quand même, tu as parlé d'un autre point qui est finalement, il faut avoir différentes compétences, un psychologue, un ergo, voilà. Un des fondamentaux de Positive Minder, c'est les 3 P, ce qu'on appelle les 3 P. C'est, en fait, le concept, c'est de dire le savoir, il n'est pas détenu par la science. Il n'est pas détenu par les livres. Le savoir, il est détenu par une combinaison de types de savoir. Et dans cette combinaison, il y a le savoir de vécu, en fait, l'expérientiel. Alors, on parle beaucoup de la pérédance, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aidance. C'est déjà pour soi-même, pour d'apprendre à se connaître. Et ce savoir-là, c'est ce qui donne du concret. Et donc, quand je te disais la transmission, pour que la transmission fonctionne bien, il faut qu'il y ait des éléments concrets. C'est quelque chose qu'on utilise énormément. Donc, on va toujours combiner des savoirs de différents types de professionnels, du social, du médico-social, du sanitaire, et puis également souvent des gens de la société civile, et également avoir l'expérience de vécu, aussi bien par ceux qui vivent le trouble que ceux qui sont dans l'entourage. Et la combinaison de ces savoirs fait avancer réellement la compréhension. Ça ne change pas la science est la science, mais ça la rend concrète. Et j'aime bien questionner des professionnels qui vont parler, je ne sais pas, d'un symptôme, je ne sais pas, euh, l'ambivalence. Alors, ils vont t'expliquer l'ambivalence, que c'est, le principe et tout, et on leur demande un exemple, et en fait, ils n'arrivent pas à la mettre en situation. Parce qu'ils ne vivent pas avec quelqu'un qui a un trouble. Tu vois, j'aime bien utiliser un exemple, l'ambivalence, je ne sais pas si tout le monde connaît, hein, du coup, j'en parle. L'ambivalence, c'est la difficulté à faire des choix à certains moments. Voilà, vous vivez tous de l'ambivalence, hein. Typiquement, vous êtes au resto, vous avez la carte, et puis il y a toujours, si vous êtes 5 ou 6 autour d'une table, il y a toujours quelqu'un qui va dire: Et tu prends quoi, toi? Et il va faire son choix en fonction de ce que les autres ont choisi. Et il y en a un qui a dans son choix, il dit: Ah, c'est une bonne idée, je vais peut-être choisir ça, moi. Et quelqu'un d'autre va annoncer son choix, et il va changer. Et finalement, il va prendre que le dernier. Voilà. Ça, c'est typiquement de l'ambivalence. Alors, Nicolas, dont je te parlais tout à l'heure, son ambivalence, Nicolas a cessé de parler et pendant 10 ans, il a arrêté de parler. C'est ce qu'on appelle du mutisme. Et donc, on peut quand même se faire. Je peux lui poser des questions. Moi, je peux parler, hein. Donc, je pose la question à Nicolas: Est-ce que tu as soif? Et il me dit: Oui, de la tête. Et puis ensuite, je lui dis: Bah voilà, j'ai ce sirop, ce sirop, ce sirop, du coca, voilà. Tu veux quoi? Et il peut me montrer la bouteille, hein. Et il me dit: Non, de la tête. Ah, t'as plus soif. Et là, je me dis: Attends, Jean-Christophe, non, non, c'est pas possible, il a soif, il a soif. Il fait chaud, il a soif. Bon, alors je lui dis: Nicolas, moi, je prends un sirop de grenadine.
Et je lui dis, t'en veux aussi? Et là, il fait oui de la tête. Tu vois? Donc voilà, c'est des fois des impossibilités de faire des actions juste à cause de ce symptôme d'ambivalence qui est très prononcé dans certaines situations. Voilà. Et donc, quand tu as la théorie de l'ambivalence, de ce que c'est que l'ambivalence, et que tu ne comprends pas comment est-ce que ça agit dans le quotidien des uns et des autres, tu n'arrives pas à les aider. Et donc, quand tu transmets à la fois l'exemple et la théorie, ben là, tu comprends, en fait, à quoi ça sert de travailler sur l'ambivalence. Tu vois? Et tu arrives à concrétiser quel est le mécanisme lequel ce travail peut fonctionner. Et donc, pour les gens, ça devient, ah oui, mais en fait, c'est une évidence. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant? Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on essaye de transmettre les messages par cette complémentarité des savoirs, la complémentarité des 3P, pas seulement dans la transmission, mais c'est aussi dans la conception. Tous nos projets sont conçus avec les 3P. Donc, les 3P, pour nous, c'est évident, mais c'est toujours les personnes qui vivent avec un trouble, c'est les professionnels, et puis c'est les proches, les entourages. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que j'avais jamais fait le concept de l'ambivalence, mais quasiment à chaque fois que je parle en pérédance, par exemple avec une personne Mhm, concernée par la bipolarité, bah, le truc que j'utilise le plus, c'est grosso modo, je te comprends, je fais exactement la même erreur, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je fais actuellement. mhm, Et c'est ce qui marche le mieux pour faire le déblocage. mhm, Parce que, ah oui, ok, il est passé par là et par ambivalence, mhm, potentiellement, il va avoir envie peut-être de tester une nouvelle méthode. mhm, Mais c'est très bien. Et c'est vrai que, en tout cas, de notre côté, on apprend énormément et en fait, on a fait une erreur, ou pas une erreur, ça dépend comment on voit les choses. On a beaucoup travaillé avec des psychiatres à un moment, même avec des proches pour, au bout d'un moment, se dire, en fait, il faut qu'on se reconcentre sur aider les personnes bipolaires. mhm. Mais le fait d'avoir fait ces erreurs, entre guillemets, nous a permis de parler avec des dizaines de psychiatres, des dizaines de proches, voire même, enfin, je sais pas, même plus d'une centaine maintenant de psychiatres. Et donc d'avoir un petit peu ces différentes manières de concevoir. Et donc cette erreur a peut-être été intéressante aussi dans la manière dont on a construit Upstage. Et c'est vrai que tu me fais prendre conscience de ça. Et j'aime bien ce côté-là. Et c'est vrai que c'est ce qui manque, en tout cas quand je parle bah, principalement aux professionnels, de dire, mais ouais, mais est-ce que tu as vu le côté de la personne concernée? Est-ce que tu as vu le côté du proche? Et il y a des psychiatres que j'adore. Et souvent, ils sont proches de personnes concernées, ou voire même ils sont concernés eux-mêmes. Et Eh oui. déjà, Ah bah voilà. Ah, du coup, l'étiquette, là, tu le retrouves très fortement chez Positive Minor. Tu sais, on a 600 bénévoles. Et ces 600 bénévoles, il y a des psychiatres, il y a des banquiers, il y a des personnes qui ne sont pas sorties de leur chambre depuis 2 ans, mais qui nous font des trucs incroyables en vulgarisation scientifique. Voilà, on a une énorme complémentarité et on a cette diversité. Et en fait, cette diversité, c'est vraiment le cœur du fonctionnement, de notre fonctionnement, pour, euh, pour tu vois, nous, on n'a jamais été, mais en psychiatrie, on parle toujours des histoires de clochers et tout ça. On n'a jamais eu ce problème-là. Parce que de toute façon, il y a tous les clochers, et puis tout le monde parle ensemble, et genre construit juste des les, projets, et c'est le projet qui compte. C'est pas l'approche fondamentale de là où j'ai fait mes études et là où je m'en suis arrêté dans ma connaissance. Juste au niveau des clochers, en fait, parce qu'il y a différentes manières souvent de traiter et d'essayer Mhm. d'aider les personnes concernées. Par exemple, il y a la psychanalyse, il y Mhm. a TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. Et ces personnes-là, souvent, sont pas d'accord Entre et nos positions, ouais. voilà, et vont être en confrontation. Ouais. Et c'est pour ça aussi que dans la psychiatrie, dans la santé mentale, on avance un peu plus lentement que d'autres. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus de la plupart des acteurs. En tout cas, c'est ce que je Ouais, perçois. t'as raison. Alors, on a quand même une ligne. Nous, on appelle ça le biopsychosocial et le spirituel. En fait, c'est les différents bio. Tout le monde est fait de biologie. Psycho, tout le monde a un esprit. Social, tout le monde a des relations.
Et spirituel, tout le monde a des valeurs, en fait. Spirituel en France, ça n'a pas la même signification qu'en Suisse, donc il faut faire attention. Ça n'a rien à voir avec les religions, c'est les valeurs, en fait. Et avoir des valeurs, c'est très important quand on va pas bien. Et savoir qu'est-ce qui nous guide, en fait. C'est très important. Alors, des fois, ça peut être la religion aussi, hein, il n'y a pas que ça. Et donc, ça, c'est notre système, si tu veux, de réflexion. Et après, oui, on a une teinte rétablissement très forte. On a une teinte positive, c'est-à-dire qu'en fait, oui, la maladie, elle peut créer un vrai handicap. C'est dur. Il faut pas le négliger. Mais en fait, la question, c'est dur aujourd'hui. Comment on va faire pour que ce soit bien demain? Voilà, c'est ça la vraie question. Et donc, c'est un peu l'approche qu'on suit dans tous nos projets de mettre en valeur aussi la différence entre ce que les gens imaginent. Tu vois, on parlait de déstigmatiser. Quand les gens imaginent qu'une personne qui a, je sais pas, une schizophrénie ou une bipolarité, en fait, malheureusement, elle ne peut pas travailler. J'aime bien leur présenter un chef d'entreprise qui pourrait être largement 5 ou 6 niveaux au-dessus d'eux. J'aime bien ce contraste, le truc totalement improbable. J'aime bien avoir quelqu'un qui explique ce que c'est que le rétablissement, ou qui même fait une explication très scientifique. Et à la fin, il y a des questions. Mais, professeur, dans quelle université travaillez-vous? Et la personne répond, ah non, non, mais en fait, je suis en visio avec vous depuis ma chambre parce que je ne suis pas sorti depuis 2 ans. C'est ça ce contraste-là extraordinaire, où quand tu mets sur scène à la télévision des personnes et à la fin, même le présentateur sait plus très bien qui était le psychiatre et qui était la personne qui vit avec le trouble. Ça, c'est quelque chose qui, alors, a un inconvénient, c'est-à-dire qu'on met en lumière des gens qui ont des vraies capacités, hein, des talents. En fait, chacun a des talents, il suffit d'arriver à les trouver. Moi, je suis un dénicheur de talents, j'adore aller chercher le talent chez telle ou telle personne, voilà. Et le mettre en valeur, le faire briller. Euh, le, le challenge, c'est que certaines personnes, quand ils sont au fond du trou, ils ne voient pas ça. Et donc, il y a un vrai travail aussi de dire, oui, oui, mais j'étais au fond du trou. Et c'est ce contraste personnel de dire, attendez, là, je suis capable de parler devant vous, il y a 5000 personnes, et voilà. Mais rappelez-vous que pendant 2 ans, j'étais pas capable de sortir de mon lit. Ça, c'est le deuxième contraste dont tu as besoin et qui fait aussi l'émotion. Tu sais, on retient bien par l'émotion et le grand public retient énormément par l'émotion. Et donc, du coup, dans la déstigmatisation, tu as ce contraste. Alors, ce qui fait que dans les secrets de Positive Miners, dans les éléments, tu as ces 3 P, mais tu as aussi la façon d'utiliser les compétences des uns et des autres pour que le message il soit frappant. Et puis bien sûr, on va agrémenter ça un peu de techno, un peu de logique, logique marketing finalement, hein, de lustrer, faire en sorte que ce soit décalé, un regard décalé. J'aime bien aussi donner une teinte où on aborde les choses pas directement. Sortir une série et faire croire à 6 millions de personnes qu'on sort une série. Et ils nous demandent tous la suite. Mais en fait, c'est juste une campagne de déstigmatisation. Sortir une musique électronique avec un grand musicien qui a travaillé et qui fait vivre une expérience. L'expérience, c'est quelque chose de fort. Toujours prendre un plan, un pas de côté pour atteindre l'objectif. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué, que il fallait changer la manière de percevoir quelqu'un qui est concerné par un trouble psychique. Et je m'efforce de le faire aussi de mon côté en disant, oui, alors, enfin, je suis bipolaire, mais je travaille à temps plein, il n'y a pas de souci. Mhm. Et il y en a énormément des gens comme ça. Moi, Oui. j'ai des bons potes et ils sont pas
officiellement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit à leur employeur, ou même ils ont des belles boîtes et ils ne le disent pas aux investisseurs, mais bon, ça roule. Mhm. Et c'est vrai que ça permet de faire le switch et de changer le regard. Mhm. Et c'est vrai que moi j'aime bien cette phrase qui est de dire transformer sa bipolarité en opportunité, qui est de dire c'est pas facile, c'est dur, maintenant il faut rester positif, et comment est-ce que tu peux faire pour en faire quelque chose de beau et quelque chose de positif dans ta vie? Est-ce que ça peut pas te permettre peut-être de réduire ta consommation d'alcool et au final tu seras peut-être plus heureux? Est-ce que ça peut pas te permettre justement d'avoir une vie plus saine et de mieux manger, de mieux dormir, que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas été bipolaire? Et de réussir aussi à switcher parce que c'est pas facile. Enfin, moi j'ai eu des périodes où je n'arrivais pas à ne serait-ce que répondre à un texto. Enfin, Mhm. c'était impossible pour moi de répondre à un texto. C'était trop dur. Et pour autant, aujourd'hui, je vais pas dire que je suis heureux d'être bipolaire parce que c'est pas simple. Peut-être, mais en tout cas, je suis heureux de ma vie et je suis heureux de ce qui est devenu ma vie parce que je suis bipolaire. Parce qu'au final, je suis très content. Bon, je bois quasiment plus d'alcool, par exemple. Mhm. Je fais beaucoup plus attention. Enfin, c'est un peu ce que j'expliquais dans mon exemple. C'était mon exemple, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose de beau. Et c'est ça qu'on veut aussi transmettre, en tout cas avec Upstage, c'est qu'il y a de l'espoir et qu'on peut justement transformer cette différence en opportunité. Et j'essaie de terminer toujours par cette question, et je pense que tu auras une belle réponse, Jean-Christophe, c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Alors, dans la santé mentale, tu sais, j'ai un petit problème avec le mot santé mentale. Santé mentale, c'est un truc que tout le monde a. Donc, dans la santé mentale, si je changeais quelque chose, je toucherais à tout le monde. Et alors, cette baguette magique, eh ben, elle me permettrait de changer la répartition que tout le monde fait entre le positif et le négatif pour faire en sorte que le curseur il aille plus vers le positif. Ça serait ma baguette magique. Merci beaucoup, Jean-Christophe, c'était un grand plaisir d'être avec toi, et j'espère que ça vous a plu, et je te dis peut-être à une prochaine. À bientôt, Clément. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.